combat qu'on continue de mener. Ensuite, notre gestion écologique des espaces verts, elle est valorisée, elle est récompensée par des labels, hein. Vous l'avez remarqué à l'entrée de nos parcs, alors et de nos allées Mehdi Ben Barka, des Sévines et de Chenare Walker, on est labellisé Éco-Jardin. Et c'est toute notre ville, tout entière, qui a obtenu la reconnaissance des territoires engagés pour la nature. Alors, label éco-jardin, territoire engagé pour la nature, valorise notre gestion écologique de ces espaces verts. On protège la faune, la flore. On est très attentif à notre gestion de l'eau. On protège nos sols et on mène aussi bien d'autres actions pour la préservation de la biodiversité à différentes échelles. On raisonne à l'échelle de la ville, on raisonne aussi à l'échelle de notre territoire. Et je crois que Farid, tu avais quelques informations supplémentaires, notamment sur l'inventaire complet qu'on réalise avec la Ligue de protection des oiseaux, qui est en cours. Oui, effectivement, bonjour à tous. On a effectivement la ville effectivement, est engagée bien sûr sur toutes ces questions-là et on ne fait pas seul parce qu'on s'aide bien les tonnerres, hein. Donc là, la LPO, bien connue sur le territoire national, ça fait de nombreuses années qu'elle travaille pour la ville. Donc là, on est en train de finaliser avec elle notamment un inventaire complet qui est fait à peu près tous les 3, 4, 5 ans euh, sur la thématique des oiseaux. Donc là, on aura des préconisations également, hein, et voir vérifier un peu l'évolution de notre patrimoine, effectivement, avifaune, depuis le dernier inventaire. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris également, hein, sur des Ah, ça- initiatives sur effectivement, les vers de terre, sujet là aussi, les prairies, hein, c'est ce qu'on appelle le programme Floridège, les chauves-souris, hein, également, avec un programme qui suit un programme national Vigie Chiro. On a aussi un travail coopératif avec l'Agence régionale de la biodiversité, hein, pour l'inventaire, notamment Vigie Nature École, entre autres. Il y a Vigie Nature, Vigie Nature École, où là on intervient aussi dans les écoles, hein, sur la trentaine d'écoles de la ville. Et puis là, depuis 2022, comme ça, c'est important de le souligner. En fait, Gennevilliers, comme à l'échelle du territoire, enfin au-delà de sa propre limite foncière, je dirais, avec les autres communes immédiatement environnantes. On est aussi sur une étude qui est menée depuis 2022 pour nous mesurer ce qu'on appelle les corridors écologiques, hein, ce qu'on appelle les conductivités écologiques, qui effectivement, là, celles-ci sont importantes d'être soulignées parce qu'elles permettent le passage et en tous les cas la circulation des espèces à protéger. Voilà. Merci. Alors, l'intérêt quand j'anime, c'est en direct, c'est que je peux me faire l'avocat du diable. C'est Mmh. vraiment- Et donc, souvent, on nous dit qu'on bétonne la ville, qu'on recouvre tout ça de goudron et qu'on minéralise beaucoup. En fait, quelle est la réalité? Je connais un peu la réponse, mais les surfaces d'espace vert et déminéralisées, est-ce qu'ils ont augmenté depuis 2014 ou est-ce qu'on a vraiment bétonné comme je dirais pas comment d'ailleurs? Donc, c'est quoi le résultat final? Pour le... Ben, soyons-en fiers, mais ouais, on a une surface d'espace vert qui a bien augmenté. Moi, j'ai des chiffres avec des comparaisons de ce qui date et ce qui a été fait il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui. Donc, on a gagné quand même plus 9% de notre territoire communal en espace vert et c'est pas rien. On s'inscrit vraiment dans une démarche assez originale. Voilà, enfin, il faut vraiment qu'on en soit fier, hein. Et si on totalise donc tous les espaces verts ouverts au public et les espaces verts privés, on atteint les 16,3% de notre territoire communal qui sont dédiés aux espaces verts. Je sais aussi qu'il y a un projet futur, hein, sur le site Eurostore. Mais là, pour le coup, j'ai pas la date de réalisation. Je sais pas si tu l'as, Patrice. Ah, c'est pas parti, c'est un projet qui nous a été présenté, Anne-Laure Pérez et moi-même. Le permis de construire n'est pas déposé, mais l'idée c'est de détruire 100 000 mètres carrés minéralisés en goudron, sur lequel il y a 60 000 mètres carrés d'entrepôt, donc 100 000 mètres carrés au sol, et de réaliser dessus 80 000 mètres carrés d'activité économique en hauteur, et pour réaliser 30 000 mètres carrés d'espace vert, qui serait un nouvel espace vert dans la zone d'activité économique. Ce serait bien. Et justement, si on avait l'élu à l'urbanisme qui était présente, ainsi que l'élu aux infrastructures, donc Anne-Laure Pérez, Isabelle Massard, elles auraient très bien pu prendre la parole aussi ce soir pour nous raconter tous les efforts
qui sont faits sur la ville pour continuer justement d'augmenter ces surfaces déminéralisées, hein. On continue à verdir la ville parce que tout simplement, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça, mais il faut bien avoir en tête le contexte particulier et assez inédit dans lequel on évolue ces dernières années et qui est lié au dérèglement climatique. Il faut déminéraliser tant que c'est possible pour réduire les îlots de chaleur, tout simplement. Donc, créer de la fraîcheur dans la ville pour faire en sorte que la ville soit la plus agréable possible et qu'elle soit tout simplement vivable en cas d'épisode de canicule. On en a déjà connu quelques-uns. Le dérèglement climatique, ce sont des épisodes climatiques comment dire, violents qui surviennent plus régulièrement. Donc, ça peut être des tempêtes, peut-être des crues, ça peut être voilà, autant de choses auxquelles il faut être préparé et déminéraliser, c'est une bonne réponse contre cela. Alors, pour revenir sur les îlots de chaleur, on constate quand même un écart de plusieurs degrés entre une surface minéralisée et une surface de pleine terre qu'on a végétalisée. Et je voudrais juste revenir parce que vous voyez bien que dans la ville, on en a des opérations de déminéralisation. Et une des dernières qu'on a menées sur le parvis de la mairie, où ben, on a créé de l'ombre avec les arbres, on a relié les arbres entre eux, on a installé des bancs. Et chaque fois que je passe là sur le parvis, je vois toujours, ben, je vois les habitants qui sont installés là et qui profitent de la fraîcheur voilà, apportée par cet espace-là. Voilà, donc ça devient quelque chose d'assez urgent en fait. Alors, Voilà. merci. Moi, je fais partie d'une génération où moi, il y avait de bêtes autour de nous, mieux c'était. Donc, d'abord pour l'entretien, c'était plus facile à faire en bétonnant. Et puis, on éliminait pas mal les aspects des insectes, etc., avec peut-être une vision assez négative sur la présence des insectes. Et puis, une harmonisation d'un point de vue des fleurs ou des plantes que l'on pouvait mettre. Et donc, on pourrait se poser la question, euh, il y a, est-ce qu'il y a, il y a peut-être un effet de mode sur quand on a utilisé ce mot biodiversité. En quoi c'est utile pour les habitants la biodiversité dans la ville? Parce qu'à la campagne, on va se dire d'accord, mais dans la ville, pourquoi faire de la biodiversité? Mais la question que tu poses, il y a encore de nombreux habitants qui nous la posent, hein. Dernièrement, là, fin août, avec Farid, on a fait un tour de Ouais, ville. c'est pour ça que je la pose, c'est parce que moi, j'écoute les Et habitants. euh, bah justement, on a échangé avec des habitants à ce sujet qui n'étaient pas franchement enthousiastes à l'idée d'avoir des arbres et autant d'espaces verts sous leurs fenêtres. Tout simplement parce que ça cause des allergies, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et ce qu'il faut rappeler, et ça, c'est pas rien de le dire, hein, c'est que la biodiversité, c'est nous, en fait. Voilà. Préserver la biodiversité, c'est préserver toutes les formes de vie sur Terre, animales, végétales, et en l'occurrence, ben, notre espèce à nous. L'homme, de toute façon, il ne pourra pas vivre sur Terre s'il n'y a plus ni un seul arbre, ni un seul insecte. On fonctionne en écosystème, on est tous interdépendants et chaque espèce est interdépendante. On a tous besoin des uns des autres pour vivre tout simplement. Donc là, on est confronté quand même à un gros problème parce que ces derniers temps, on assiste à ce qu'on appelle une extinction de masse des espèces sur Terre avec des chiffres assez inquiétants, notamment le déclin des insectes. Alors ça, c'est l'effet pare-brise. Tout le monde a vu en roulant en campagne les pare-brises des voitures. Il y a quelques années de ça, étaient perclus de cadavres d'insectes. Aujourd'hui, bah, c'est plus du tout le cas. Et c'est d'autant plus inquiétant que bah, dans le monde, tous ces insectes-là bon, disparaissent. On a de moins en moins d'insectes et surtout, ils ont un rôle de pollinisateur. Ils pollinisent quand même le tiers des cultures destinées à notre alimentation. C'est pas rien. Et je voudrais revenir sur ce lien très étroit entre la biodiversité et notre
propre santé, tout simplement, bah, la biodiversité préservée, ça permet aussi de rester en bonne santé. Donc les arbres, par exemple, nous apportent le confort thermique, ça j'en ai déjà parlé, ils capturent le carbone, ils captent aussi d'autres polluants dans les sols, ils produisent de l'oxygène, ils favorisent l'infiltration des eaux pluviales. Et je pourrais parler encore longtemps des arbres, parce qu'on a quand même reçu Francis Allais, le grand spécialiste, il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'habitants qui étaient présents à cette réunion publique. Donc voilà, il y a un fort impact environnemental et puis des conséquences sur notre santé et notre bien-être tout simplement. Dans la ville, on a quand même 11 000 arbres dont on prend grand soin. C'est pas rien. Alors, ouais, tu as parlé santé, mais parfois la biodiversité, ça dégrade la santé des gens. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Notamment, des personnes se plaignent de l'augmentation du pollen et des graminées à cause de notre politique de fauchage raisonné, avec des problèmes d'asthme et d'allergie que cela peut générer. Donc, faut peut-être en tenir compte, non? Bah oui, oui, mais c'est un problème que, enfin, je compatis, je comprends tout à fait. Enfin, dans ma famille, il y a aussi des problèmes d'allergie liés au pollen. Et j'en discutais avec Farid il y a quelques heures de ça. Et il y a peut-être une autre solution qui existe, hein, plutôt que de raser peut-être toutes les fleurs ou de rebétonner. On a peut-être une solution alternative qui consisterait à mélanger peut-être hein, plus d'espèces de fleurs ou apporter un peu plus de biodiversité justement sur la ville pour que les allergies se développent moins. Mais Farid, j'ai peut-être compris de travers ce que tu m'expliquais. Farid? Oui, en fait, oui, comme le dit Céline, plus on joue sur la diversité, plus on a de chances de réduire un peu Un problème, Farid, il n'y a pas. ces problématiques. Les prairies, bah, on peut effectivement être attentif effectivement à ce qu'on va y mettre comme plantes qui auront peut-être un peu moins l'effet. Ceci étant, il faut cette diversité parce qu'elle concourt, je dirais, à ce qu'on ait des insectes qui vont effectivement pouvoir être prédatés d'autres insectes, hein, effectivement, qui sont un peu plus ennuyeux. Par exemple, je pense aux pucerons, hein, effectivement, donc il y a des insectes qui vont pouvoir les prédater, comme effectivement les coccinelles, hein, ça c'est un petit exemple que tout le monde connaît, mais il y a d'autres aussi avantages. Alors ce qu'on peut dire aussi, alors c'est vrai que le choix de la palette, il est très important. On peut peut-être se réfléchir au niveau de la ville, se dire finalement, en prenant en compte effectivement l'intérêt des prairies, notamment ce qu'elles apportent sur les insectes, dire bon, il faut prendre en compte le fait que on a ces conductivités écologiques, hein, ces corridors, là faut les tenir, mais peut-être se dire finalement, tu citais tout à l'heure l'exemple de prairies au pied d'immeubles qui peuvent effectivement immédiatement, bien sûr, elles vont produire autre chose qu'un simple gazon. Donc se dire, ben, peut-être qu'il faut. Alors si on fait une prairie si on fait une prairie là, c'est pas au hasard, c'est-à-dire qu'on sait que là va bien se développer, il y a du soleil, enfin, c'est un milieu ouvert, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut peut-être qu'on réfléchisse un peu plus finement à conduire un peu ces prairies dans des lieux où on a peut-être un peu moins d'habitation peut-être autour. Je pense notamment à la coulée verte, où là, ça pose beaucoup moins de problèmes en proximité d'habitation. On Mais pose la ville, moi, j'ai entendu des plaintes sur les allées Manouchian, pas mal. ouais, comment? J'ai entendu des plaintes sur les allées Voilà, c'est Manouchian. ça. Et Il y a beaucoup de graminées et donc ça se disperse là vers les lieux d'habitation. voilà, c'est ça. Donc il faut trouver, en fait, c'est pas toujours évident, mais en même temps, bon, alors, ça va aussi permettre, c'est vrai que ce type de palette de végétales, etc., permet aussi enfin, alors après, moi, je suis pas médecin, mais je pense qu'après, la question de l'asthme, etc., enfin, de ces problèmes d'allergie, euh, il y a cette déconnexion un petit peu du système immunitaire de l'humain par rapport à tout ça, et en fait, il faut réhabituer un petit peu le public à se confronter à ce genre de. Voilà, parce qu'en fait, finalement, si on aseptise un peu la totalité de nos espaces, ben, on aura moins de facilité à résister à ce qui naturellement peut un petit peu nous rendre service, quoi, comme le disait Céline tout à l'heure. Donc, c'est pas une question simple. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus à l'échelle Ok, européenne sur. Ouais.
compte que nous, on a un mélange pollution Ouais, qui affaiblit aussi la résistance. ouais, Alors, moi, j'entends le fait que si on d'accord. s'habitue, Ouais, et avec plusieurs générations, on doit pouvoir y arriver. Mais il y a aussi d'accord. le phénomène de pollution qui fait que ça affaiblisse aussi les capacités de réaction des gens. C'est ça. D'ailleurs, on a un indicateur sur Gennevilliers, c'est peut-être par exemple les abeilles, hein, et on a des apiculteurs sur la ville, et on voit très bien que, je dirais, la bonne santé des abeilles dépend aussi de la diversité, je dirais, des cortèges. Et donc ça, donc, je dirais, rien que par la présence d'abeilles, on voit bien que si elles se comportent mieux, enfin, si elles sont en meilleure santé, c'est qu'effectivement, c'est grâce aussi à tout ça. Donc, il y a en fait un équilibre à trouver. Si l'abeille est en bonne santé, donc je dirais, normalement, nous, humains, on devrait être en bonne santé. Oui, donc il faut, voilà, maintenant, je pense, le décalage, il vient du fait que on a un petit peu longtemps, je dirais, on n'est pas dans la campagne, donc les gens qui habitent en ville, bah, forcément, ils sont un peu déconnectés. Bon, effectivement, les gens à la campagne sont un peu plus résistants à toutes ces questions-là, malgré que dans les campagnes, bien sûr, on utilise pas mal de pesticides, mais il y a d'autres problèmes. Là, Geneviève, c'est pas du tout le cas. C'est simplement, je pense, de trouver un équilibre, un, sur la palette végétale, et puis deux, sur peut-être les lieux un peu plus, réfléchir peut-être un peu mieux au positionnement de ces prairies, en sachant qu'elles ont vraiment, vraiment leur rôle. C'est indéniable, hein. Ça, c'est, voilà, enfin, ça serait très, très difficile de se dire on se passe de prairies, ça serait vraiment un non-sens. Voilà. Patrice, est-ce qu'on peut profiter justement de cet aparté là sur les prairies, les espaces de prairies, pour expliquer comment fonctionne notre gestion des espaces verts? En Ouais. fait, euh, en fonction des espaces verts, on a ce qu'on appelle une gestion différenciée. Parce que voilà, des fois, on se fait interpeller aussi par des habitants qui n'ont pas compris qu'on était en face d'une prairie et qui pensent que les espaces verts sont à l'abandon. Ben, en fait, non, pas du tout. On a nos équipes qui travaillent bel et bien dessus. Donc, voilà, on a prévu avec Farid un partage d'écran. euh, voilà, avec des exemples, voilà, de codes de gestion différents. Donc, je vais retrouver peut-être, donc, vous voyez les massifs, si tu veux commenter, Farid, voilà. Oui, c'est un Euh, peu plus bas. Vas-y. J'espère que les photos vont à peu près sortir. C'est Voilà, là. Oui, voilà. ici, voilà. Alors, voilà, donc on a on a trois codes. Donc, sur le code 1, je te laisse expliquer. Paris a disparu, j'ai l'impression. Non, non, je suis là. D'accord. Donc le code 1, on voit bien, disons que c'est une gestion un peu plus fine, je dirais ouais, un petit peu. Alors, on n'est pas au château de Versailles, hein, bien évidemment, mais on voit bien que c'est plus entretenu, c'est des pelouses bien, bien tondues, c'est effectivement des tailles, là, on est sur la couverture à 15, où on a effectivement des végétaux qui sont taillés un petit peu régulier, un peu plus soigné, on va dire. Voilà, le code 2, ben, c'est un intermédiaire entre le 1, enfin, c'est une évolution où on veut marquer effectivement une gestion quand même entretenue. Vous voyez, les pieds d'arbre, on souligne un petit peu effectivement la gestion, et vous voyez que sur la gauche, on a une prairie, hein, qui va se développer. Donc ça, c'est pour un peu identifier le... Et donc, en faisant ça, forcément, on va participer à augmenter, je dirais, le potentiel d'insectes utiles, ce qui ne sera pas complètement le cas sur le code 1. Si on laisse la pelouse, si on l'attend régulièrement, bon, on n'a pas forcément le même apport, je dirais, le même intérêt sur les insectes. Et puis en code 3, bon, c'est un exemple ici, où là, on va volontairement laisser donc des prairies avec une seule fauche. Donc là, on fera une fauche tardive, justement, pour favoriser la reproduction des insectes qui se fait, je dirais, sur la période estivale. Il faut laisser un peu ces prairies en général, on fait une fauche fin octobre. En plus, avec le changement climat, on voit bien que plus on va en année qui passe, plus c'est un peu décalé, hein, mais il faut absolument laisser cette fauche tardive.
pour justement favoriser la présence d'insectes, qui, comme le disait tout à l'heure Céline, a chuté, enfin, est en grande chute. Et on peut trouver dans un même espace, je prends l'exemple du parc des Cévines ou le parc, le square Camirons, on peut trouver les trois codes en même temps, hein. Ce n'est pas exclusif. Sur un espace, sur un square, on peut avoir un code de gestion 1 qui se mêle à un code 2, voire un code 3. Voilà. On a aussi, par exemple, sur le code 3, on peut avoir la présence d'éco-pâturage, hein. On a un système qui a été mis en place il y a quelques années qui permet de faire pa- pâturer effectivement quelques moutons pour, d'une part, améliorer un peu la qualité des sols, mais aussi réduire aussi l'impact des machines, donc le bruit et tout ce qu'on peut imaginer. Et ça participe aussi. Donc sur un même espèce, on peut avoir les trois codes. Ça, c'est complètement possible. On peut avoir deux codes. Tout dépend un peu de comment l'espace est constitué et aussi de sa taille, hein. Je prends l'exemple du cimetière à Gennevilliers. Bon, là, on a trois codes là, en même temps. Enfin, on peut avoir les trois codes sur une même surface. Voilà un petit peu pour expliquer et résumer un peu nos pratiques. Et ces pratiques-là, elles sont vraiment suivies dans le cadre des labels, enfin, notamment du label Éco-Jardin, parce qu'il y a aussi un cahier des charges qu'on suit finement là-dessus. Et voilà, donc il y a aussi cette ligne de conduite, je dirais, pour tenir cet équilibre, je dirais, dans la gestion des espaces verts de la ville. Merci, c'était clair. Vous avez recueilli pas mal de pouces sur cette explication-là, alors qu'il y avait un peu plus de gens sceptiques sur la question des graminées et du pollen. Mais c'est pas anormal, ça fait partie des discussions. D'ailleurs, à propos de discussion, dans un commentaire sur Instagram, sur notre invitation à ce débat, mon ami Roland Museau avait écrit que les arbres plantés ne sont pas entretenus et meurent rapidement. Pour ceux qui ont une taille raisonnable, ils ne sont pas soignés et on voit des pousses sortir sur toute la hauteur du tronc sans qu'ils soient supprimés, ce qui impacte leur avenir. Et donc, je voulais avoir votre avis du technicien. J'en ai un. Je sais qu'on a eu pas mal d'arbres morts, mais surtout dans les Oui. plantés récemment. Donc, c'est plutôt à la plante d'ailleurs, au moment d'être plantés, qui sont morts. Ils n'ont pas pris, on va dire tout simplement. Et après, pour avoir écouté la conférence de Halley sur les arbres, euh, à mon avis, couper les petites branches sur les troncs, c'est plutôt le régime naturel d'un arbre que d'avoir des petites branches qui poussent. Et donc, c'est pas forcément les soigner que de couper trop les arbres. Au contraire, ça les abîme, d'après ce que disait Halley. Mais c'est vous le spécialiste, c'est pas moi. Moi, je n'ai fait qu'une écoute d'étudiants. Mm. Céline, tu peux enlever le partage de photos? Ah, pardon. Hop, j'arrête le partage. Oui, alors effectivement, sur la question des arbres, bon, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que oui, on a eu là, sur la saison dernière, une trentaine de sujets qui ont effectivement, qui n'ont pas pris. Alors, on a su la raison, parce qu'en fait, ce sont des arbres qui sont achetés en pépinière. Et de l'essence en question a posé un problème. Donc ces arbres, de toute façon, vont être remplacés, ça c'est prévu cet automne. On Après, les il y a repaye d'autres pas alors. problématiques, hein. On les repaye, Comment? on les repaye pas, ces arbres. C'est le On ne les repérera pas, absolument, tout à fait. pépiniériste qui nous les remplace et c'est comme une Absolument, garantie. absolument, complètement. Mais on a aussi une autre difficulté, hein, sur la ville par rapport. Là, vous voyez, cette année, on a dû planter sur la totalité de la ville un peu plus de 300 arbres. Donc, donc clairement, là, ce qu'on rencontre, nous, comme difficulté aussi, c'est parfois un peu je veux dire, la difficulté des entreprises à suivre le rythme pour l'entretien des plantations et tant dans la mise en œuvre que dans le suivi. Hein, ça, c'est un constat qu'on a pu faire. En fait, quand on remplace des arbres sur la ville, ben, ils sont un peu disséminés. Ils sont pas forcément, c'est pas un alignement complet, ça peut être différents endroits. Et on s'est rendu compte que parfois, il y avait des loupés d'arrosage. Si on n'arrose pas un arbre régulièrement, bah, du coup, le fait de l'arroser deux fois la fois suivante, bah, c'est pas utile, ça sert à rien. Et donc, on oublie parfois, il y a des oublis comme ça qui sont faits. Et ça se constate après, bah, l'arbre il a du mal à reprendre. D'autant qu'en plus, sur la ville, on est plutôt maintenant parti sur des plantations de jeune taille, pour des raisons tout à fait logiques, je dirais, de meilleure reprise in fine sur les arbres. On s'est rendu compte que si on plante trop gros, ben, c'est pas forcément la bonne solution. Donc logiquement, des arbres qui sont plantés dans de bonnes conditions à la bonne époque,
sur une bonne manière de les planter. Et puis, bon, en principe, on a toutes les garanties pour que les arbres ne posent pas de problème. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a aussi une difficulté, enfin, je dirais une compréhension, en tout cas, une adaptation aux pratiques de gestion des espaces verts. Là, je parle plus pour ça marche aussi pour les entreprises, mais également pour les équipes de terrain, les jardiniers. Il y a des programmes qui ont été mis en place dès 2024, là, notamment sur des formations qui accompagnent un petit peu l'adaptation au climat sur les questions du sol. Donc c'est un travail qui a été entrepris dès 2024, mais qu'il se concrétise pratiquement sur le terrain, sur le cycle de l'eau. Donc ça, quand je dis le cycle de l'eau, ben, c'est la consommation de l'eau sur les espaces verts, c'est comment on gère au mieux l'eau, effectivement. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, les cortèges végétaux, hein, que ce soit les arbres, les arbustes ou tout ce qui est strates herbacées. Donc, en fait, c'est une conjugaison un peu de tout ça qui va permettre effectivement d'arriver à mieux prendre en compte effectivement que quand on plante un arbre, au-delà de la responsabilité, c'est effectivement se donner vraiment toutes les bonnes conditions pour qu'il puisse suivre sa trajectoire normalement sans être ennuyé par la question du sol, hein. On s'est rendu compte que les sols parfois ne sont pas forcément adaptés. Donc là, on a des réponses aujourd'hui. On a fait une analyse complète avec le LAMS, hein, avec nos partenaires, Didier et Claude Bourguignon, en amenant des résultats sur toute la ville, sur l'état du sol vivant, donc avec des préconisations pour pouvoir améliorer ce sol. Donc ça, c'est un travail vraiment qui va toucher toute la ville selon les endroits vraiment où on a les réponses sur lesquelles il faut agir. Sur l'eau, ben là, on est en train de retravailler un marché effectivement pour l'entretien de nos systèmes d'arrosage. Donc là, c'est pareil, on va effectivement faire ce travail fin pour limiter d'une part l'arrosage, mais mieux gérer l'eau en fonction de là où elle doit être utile à être employée plutôt qu'à d'autres. Donc on sait que si on fait un travail sur le sol, ben, ça va peut-être aussi avoir une action positive pour diminuer les consommations d'eau. Et bien évidemment, les cortèges végétaux, alors qui ne sont pas seulement liés au fait de choisir des essences pour améliorer un peu, d'une façon générale, un peu la biodiversité, mais aussi c'est aussi une réponse pour adapter au mieux ces végétaux-là à l'adaptation au climat. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. On sait qu'on a des végétaux aujourd'hui qui, euh, peut-être à moyen terme, auront du mal à pouvoir tenir le. Donc, il y a plein d'études en France et à l'international sur le sujet, notamment en Europe, parce qu'on on reste en Europe, là, quand même, pour notre discussion. C'est on s'alimentera au fur et à mesure des années des résultats sur des expérimentations nationales, internationales, enfin, à l'échelle européenne, pour pouvoir adapter au mieux ces cortèges. Donc, voilà un petit peu, comme on pourrait dire, la difficulté, mais ça n'empêche pas le suivi attentif des plantations. Ça ne sert à rien de planter 500 arbres tous les ans si derrière, enfin, il faut que derrière, ça puisse vraiment se tenir. Et donc, pour le tenir, il faut se donner les moyens de bien le faire. Et donc, ça, je pense que ce travail-là, il va être en tout cas beaucoup plus suivi pour avoir des résultats et ne pas se retrouver avec des arbres qui, 4 5 ans après, on se demande pourquoi ils n'ont pas tenu, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait donner comme première piste de réponse à la question posée. Ouais, merci. Euh, Moi, je remets un jeton sur sur le fauchage. Je vous l'avais dit, parce que en me promenant en vélo dans les allées, il y a un moment, je me suis demandé où est-ce que les enfants pouvaient jouer. Donc, dans la coulée verte, par exemple, Oui. comment on peut arriver à mieux concilier l'utilisation par les familles des espaces verts et pour jouer, tout simplement, et à se promener, mais aussi jouer, et le fauchage raisonné. Alors, C'est un mm, petit aspect un peu à regarder. alors bon, l'exemple de la coulée verte est très intéressant parce qu'en fait, sur cette coulée verte, on a deux types de prairies. Il y a des prairies gérées en fauche tardive et puis des prairies gérées en éco-pâturage. Donc, effectivement, ça chemine tout le long de la coulée verte. Donc, je le disais tout à l'heure, le fauchage tardif, on le fait fin octobre. Par contre, pour conjuguer à la fois on va dire la promenade dans cette coulée verte et
circuler même notamment les prairies gérées en fauchage tardif. Donc, bah, la solution, elle est déjà en pratique sur la ville depuis quelques temps, hein, depuis que ça a été mis en place. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir quand même, enfin, de donner une réponse continue à ça. Très simplement, à l'intérieur des prairies qui sont fauchées tardivement, on fait ce qu'on appelle des Vous avez une mauvaise connexion. passage de tondeuse, donc on arrive à un endroit, et là on peut se poser, on peut s'asseoir, on peut discuter, et tout en étant dans la prairie. Alors ça crée à la fois un lieu d'intimité pour les gens qui veulent pas forcément enfin, être un peu plus tranquille en famille, mais par contre, on ne le fait pas partout, bien évidemment, on essaie de le faire de façon à ce que ce soit équilibré pour l'intérêt de la prairie, et en faisant ce geste, tout simplement ce geste de tondeuse, ben, on s'est rendu compte, là, l'exemple de la coulée verte est très bien. C'est bien d'avoir. On est passé sur cette coulée verte. Ils ont bien vu que finalement la prairie est en bonne tenue. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas complètement écrasée, vous voyez, par les passages. Ça peut être des chiens, ça peut être d'autres utilisations détournées. Là, il y a quand même une tenue, alors qu'elles sont pas ces prairies, elles sont pas clôturées. Vous voyez, c'est complètement ouvert. Ben, au final, on a un résultat parce que elle joue son rôle. Voilà, donc pour l'équilibre entre l'occupation par les habitants de cette coulée verte, y compris dans les prairies, on ne sacrifie pas toute la prairie. Par contre, on y fait des cheminements, on fait des petits îlots, et là, on arrive à avoir un bon compromis. Merci. Alors, vous n'avez pas une bonne connexion, hein, ça hache un petit peu. Alors, Céline, on m'a dit, je crois avoir bien retenu, mais il y a Alain Joly aussi, j'ai cru le voir, qui fait partie des auditeurs. On m'a dit qu'il y avait 5 espèces, c'est pas Alain Joly d'ailleurs. Si, c'est Alain Joly. C'est Alain Cléry. Oui, pardon, c'est pour ça que je confonds les gens. On me dit qu'il y a 5 espèces de chauves-souris à Gennevilliers. Est-ce que c'est vrai? Et je crois qu'il y en a 3 qui sont un peu en danger, mais euh, et pourquoi faut les aider à se développer en ville, ces chauves-souris? Même si moi je Alors, comprends rien, parce qu'il y a toujours cette légende comme quoi les chauves-souris se mettent dans les cheveux des gens, mais je crois que c'est une légende, et en plus moi je crains rien. oui. Ah, Paris non plus d'ailleurs. On vous a expliqué tout à l'heure avec Farid qu'on suit attentivement la population de chauves-souris sur Gennevilliers depuis quelques années. Et donc, l'association qui s'occupe de suivi, parce qu'il faut des capteurs spéciaux pour les entendre, les écouter, est venue il y a quelques mois de ça et nous a annoncé qu'on n'avait pas 5 espèces, mais 4. On en a perdu une. Si on le replace dans le contexte Île-de-France, dans la région Île-de-France, il y a 15 espèces présentes. Donc, on a quand même une petite marge de progression de 4 à 15. Donc, en plus, on en a perdu. Euh, on n'est pas capable de quantifier leur présence, mais on sait qu'il y en a et on sait qu'elles appartiennent à 4 espèces. Bon. L'intérêt des chauves-souris, c'est quand même la question qu'on peut se poser, mais enfin, voilà. C'est que d'abord, une chauve-souris, ça peut manger en une nuit jusqu'à 2000 moustiques. Voilà, c'est intéressant. Alors, Ça va sur faire la ville, rêver les gens. on a une petite problématique de moustiques tigres. Vous allez me dire, la chauve-souris, c'est la nuit, les moustiques tigres, c'est le jour. Sauf que la chauve-souris a une période d'activité avant le lever du soleil et un petit peu après le coucher du soleil. Pardon, excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Donc la chauve-souris agit avant le coucher du soleil, non, c'est bon. Donc elle peut dévorer quelques moustiques tigres. Alors ça va pas être la réponse fantastique, mais de toute façon, on a déjà parlé de la biodiversité, de cet équilibre à trouver dans notre ville, et les chauves-souris font partie de la biodiversité. Si on veut que les chauves-souris reviennent, et c'est ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, on a installé des abris pour elles, des nichoirs. Donc ça, on l'a fait un petit peu partout dans la ville. Et surtout, il n'y a pas de secret, il faut absolument une nuit complète, une nuit noire. Donc il faut éteindre, et il y a pas de mystère, il faut éteindre l'éclairage public. Alors, est-ce que je peux commencer à parler un petit peu de ce qu'on fait sur l'éclairage public, vu que je pense que c'est l'occasion. Alors, on l'a déjà éteint là dans la zone d'activité. Et dans la zone d'habitation, on est sur de l'expérimentation.
Alors, de l'expérimentation à la demande des habitants dans le quartier du village, au niveau du parking Villebois-Mareuil, là, on teste une application qu'on installe sur le téléphone portable et qui permet d'allumer l'éclairage à la demande. Donc, les gens vont sur l'application, expliquent le trajet qu'ils vont faire, ils sont géolocalisés et là, ça s'allume. Et donc, on teste ça depuis septembre. Et à proximité, le long du cimetière, là, on teste sur une partie de la rue qui jouxte le cimetière l'installation de capteurs de détecteurs de présence. Voilà. Donc, avec les élus du quartier, avec ma collègue élue Isabelle Massard, on viendra à la rencontre des habitants assez rapidement pour faire des premiers points sur cette expérimentation. Mais on tient là peut-être une solution pour faire revenir tout simplement les chauves-souris en ville, hein, et puis lutter contre ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Voilà, parce que la pollution lumineuse, c'est mauvais pour les chauves-souris, mais quand les habitants qui ont les logements là qui jouxtent le parking Villebois-Mareuil nous ont contactés, c'était aussi parce que l'éclairage public rentre un peu dans les maisons la nuit, perturbe le sommeil. Donc voilà, c'est aussi une problématique de santé publique, hein. Voilà. Merci. J'espère que j'ai été claire. Voilà. De plus en plus, on l'avait remis parce que pareil, on écoutait les gens là-dessus, donc on cherche des solutions qui à la fois rassurent les personnes et en même temps puissent nous permettre d'avancer sur cette biodiversité. Donc, comme tu l'as dit, la lumière est éteinte que dans la zone d'activité économique pour l'instant. En ville, enfin en ville, dans notre zone urbaine habitée, c'est allumé. On l'éteint dans les parcs et jardins, c'est-à-dire je crois qu'on a trouvé le moyen maintenant de Ouais. l'éteindre aussi, que personne ne passait. C'était un peu absurde avant on éclairait alors qu'il n'y avait personne. Donc bon, on essaie de progresser, de trouver des solutions pour à la fois tenir compte de peurs que peuvent avoir des gens et en même temps des enjeux de biodiversité. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, on essaie de trouver des solutions, on avance au fur et à mesure et on écoute pour pouvoir s'adapter. Alors, j'avais une question aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu pour discuter et décider avec les habitants en matière de gestion des espaces verts? Alors, bon, là, on a notre Facebook Live là, déjà qui est partie prenante de cette discussion, mais les techniciens comme Farid ont un savoir, des connaissances, c'est des professionnels, des compétences qu'on doit respecter parce qu'il y a des études de fait et une expérience professionnelle, tout ça se respecte. Les habitants ont aussi d'autres savoirs, ils ont en tout cas en matière d'usage, qui sont aussi tout autant à respecter. Et donc, il faut bien qu'on arrive à, à tenir tous les bouts entre cette compétence professionnelle, ces orientations politiques, biodiversité, déminéralisation et autres, et puis parfois un usage habitant qui peut être contradictoire avec ces compétences et ces orientations politiques. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour tenir un peu plus compte de la vie des habitants? Alors, ce qu'on a prévu, enfin, ce qu'on fait déjà beaucoup, parce que effectivement, enfin, le fait de discuter, échanger avec les habitants, c'est fondamental, c'est indispensable. Et on offre déjà plusieurs espaces de discussion et d'échange lorsque notamment on organise des événements villes. Moi, je pense au mois de la transition écologique, au marché de printemps, où c'est aussi l'occasion d'échanger autour de stands qui sont animés par la ville autour de différentes thématiques en lien avec l'écologie. Je vais pas énumérer toutes ces manifestations sur la ville, mais c'est vrai qu'au mois de mai, on a fait vraiment beaucoup de choses et on a rencontré à cette occasion pas mal d'habitants. L'occasion de vous rencontrer les habitants, d'échanger avec vous autour des problématiques écologiques, gestion des espaces verts, ben, ça se fait aussi au sein des jardins partagés. On en a quand même une trentaine sur la ville, alors qui sont soit montés en association ou soit sur des collectifs d'habitants. À l'occasion des jardins familiaux aussi, on vient à votre rencontre. Et puis sur la ville, on a un lieu quand même qui est dédié à la transition écologique et à toutes ces questions-là, qui est l'agrocité, il faut le rappeler. Et en ce moment, à l'agrocité, ils sont en train de lancer un appel à projet à destination des habitants sur justement des projets écologiques. Donc, venez proposer toutes vos idées à l'agrocité. Il faut que le lieu vive et il est vraiment pour vous, ce lieu-là. Ensuite, on fait beaucoup de concertations, notamment lorsqu'on a procédé au réaménagement du parc des Bonnequins au Lutz.
C'était un parc vieillissant, il y avait beaucoup de choses à faire dessus. On a réuni les habitants du Luth lors de plusieurs réunions publiques en plus petits comités. On a fait venir Henri Marquet, le sculpteur, qui a travaillé sur enfin voilà le totem qu'il y a dans le parc. Donc voilà, donc ce gros travail-là de concertation est toujours fait, toujours mené avec les habitants. Lui, il est indispensable et on n'hésite pas à le faire. Il y a aussi un moment où vous êtes très réactifs, les habitants, et vous avez énormément de choses à proposer, c'est lors des projets ébulidés. On a toujours des demandes de projets qui sont déposées en lien avec des espaces verts. Alors avec des demandes de fleurissement, des demandes de création de jardins partagés, justement. Alors, vous savez bien que Ébulidé, ben, c'est vous, les habitants, qui votez pour ces projets, mais même les projets qui sont pas validés, une fois que vous les avez déposés, on les examine avec Farid. Et puis ensuite, ben on vient à votre rencontre et on essaie de voir si on peut pas quand même trouver quelque chose, voilà, pour poursuivre vos idées. Et puis enfin, avec Farid, ben, on fait régulièrement des tours de ville, j'en parlais tout à l'heure. Et là, voilà, c'est l'occasion. Alors ça, c'est souvent le matin, mais on s'arrête aussi pour discuter avec vous. Vous avez toujours plein de remarques à nous faire et souvent on est très bien accueillis. Donc, enfin, Gennevilliers, c'est vraiment une ville assez incroyable pour ça. Et on a plaisir en tout cas à vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos idées dans tous ces lieux que je viens d'évoquer. Et Farid, tu voulais nous dire qu'il y aurait bientôt une conférence et une réunion publique qui arrive aux alentours du 12 novembre, il me semble. Oui, en fait, le 12 novembre, dans un format qui a été proposé enfin, là, en février 2024, de ce travail sur la formation sur les sols, mais également cette conférence dont tu as parlé tout à l'heure avec Francis Allais. Donc là, c'est sur une thématique qui est bah, comment effectivement comment l'arbre finalement, enfin les arbres en ville sont-ils considérés, quelle est leur place d'un point de vue juridique, etc. Enfin, toutes ces questions qui tournent autour, toujours un peu, mais également sur des questions plus pratiques de comment on protège effectivement des arbres quand on fait des travaux, etc. Donc, il y aura une conférence, il y a déjà un atelier l'après-midi, puis qui se poursuivra par une conférence en début de soirée avec donc un intervenant, Augustin Bonardo, du CAUE de Seine-et-Marne, qui est un peu spécialiste sur ces questions-là, et qui a mis en place à l'échelle, enfin, qui a participé à la mise en place à l'échelle nationale d'un double barème hein, pour je dirais, la protection des arbres. Et puis, il y a aussi, ça, on le voit un peu moins, mais c'est des actions qui sont aussi proposées à l'intérieur même des services ou des directions auxquelles on appartient. C'est là, par exemple, les jardiniers de la ville interviennent dans toutes les écoles. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est que les jardiniers puissent, comme ils sont en contact avec effectivement les enfants, euh, l'idée, c'est de pouvoir, là, ils vont être formés justement pour être amants des jardiniers ou des enseignants lorsqu'ils ont des entretiens à faire dans ces écoles. Par exemple, s'ils ont une plantation à faire, eh ben, donc ils pourront la faire en présence d'enfants selon bien sûr les rythmes de plantation qui sont programmés. Et puis, les enseignants s'emparent de ça et peuvent avoir un échange. Hein. Les jardiniers ne sont pas des formateurs, ne sont pas des animateurs, mais en tous les cas, ils pourront parler de leur métier directement auprès d'enfants. Et on sait très bien que les messages, en tous les cas, ces 10 stades-là, auront enfin, un bénéfice incroyable. Après, effectivement, ces enfants, effectivement, pratiquent la ville. Ils sont, voilà, ils côtoient aussi d'autres enfants. Ils circulent, enfin, ils se promènent dans tous les squares, dans tous les parcs de la ville. Et donc, ils auront eu un petit peu ce privilège, en tous les cas, cet échange un petit peu, euh, on va dire, sans protocole, hein, finalement, dans l'activité régulière des
jardiniers au sein des écoles, parce que il y a différents types de travaux à faire. Et l'idée, c'est voilà, c'est de les faire participer un peu à cette connexion. Juste pour la petite histoire, en fait, les jardiniers habituellement interviennent dans les écoles le mercredi. Mais le mercredi, manque de chance, les enfants sont pas là. Donc, vous voyez, c'est un peu. Donc, l'idée, c'est de pouvoir inverser un peu ça et permettre aux jardiniers d'être présents au moment où les enfants sont là, bien évidemment ça s'organise, ça se fait pas n'importe comment. Et pour ce faire, il doit être un peu accompagné par un dispositif qu'on met en place avec une association qui travaille notamment sur le programme Nature en cours, donc, et qui connaît bien un peu fait de la méthodologie pour pouvoir appréhender ça. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre, peut-être Céline, nous annoncer, parce que là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, est-ce que vous avez des projets à nous annoncer pour ces 2 prochaines années? Là, on va justement, Farid parlait de nature en cours. On renature des cours d'école à raison de 2 par an. Donc, prochain projet, on poursuit nature en cours sur nos écoles. Alors, j'ai pas en tête les prochains programmes. Bah, il y a Langevin déjà l'année prochaine, hein, ça c'est pas sûr, voilà. Et puis ça se terminera, je sais, il y a Diderot maternelle également. C'est l'école qui était à la fin du programme. Il en reste quatre en fait à réaliser là sur les 2 prochaines années. Merci Farid. Et ensuite, on continue toujours à dynamiser l'agrocité. Comme je vous disais, il faut vraiment investir le lieu et ne pas hésiter à y proposer vos idées. Et je voudrais lancer un petit appel aussi pour nos jardins partagés sur la ville, parce que lorsqu'on vous rencontre individuellement, vous nous expliquez à quel point l'agriculture urbaine, c'est une bonne idée et c'est merveilleux d'aller planter des tomates. Mais on a un très très beau jardin au niveau du 8 mai 45, c'est pas loin de Saadapsi, notre nouveau centre social. Et on cherche des volontaires pour animer ce jardin. Donc, n'hésitez pas à me joindre sur mon mail ou bien Morgane Bernard qui est en charge voilà, des jardins partagés. Euh, voilà, on cherche des volontaires pour reprendre le jardin et puis continuer à faire en sorte que notre agriculture en ville urbaine prospère. Voilà. Voilà, mais pas Ouais. d'annonce exceptionnelle à faire et on va continuer à déminéraliser, mais ça, Alors, c'est un grand travail ouais, d'équipe aussi. Voilà. dans les agnettes, on ne fait pas que l'agrocité, il y a toute la question aussi de l'aménagement. On l'a vu sur les nouvelles rues qui sont très végétalisées. Mm. Et sur la ville aussi, il y a le remplacement, comme Vigipirate, la loi nous oblige malheureusement, parce que je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, par principe de précaution, et puis de toute façon, on applique la loi, nous oblige à supprimer des places au droit des écoles. Donc on végétalise ces places-là pour permettre à l'eau de pénétrer dans le sol aussi, et puis d'avoir encore plus d'espace vert en fait dans la ville. Donc il y a des éléments comme ça qui sont importants et qui nous permettent de travailler aussi la gestion de l'eau. Donc on va peut-être pas tarder à arrêter. J'ai vu qu'il y avait il y a pas beaucoup de questions, je suis assez étonné. Il y a Karima qui pose une question. Là où j'habite, il y a un arbre en mauvais état. Comment faire pour le remplacer? Voilà, j'ai peut-être la réponse. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de réponses. C'est-à-dire, si c'est dans la résidence, c'est votre bailleur ou la copro qui doit le remplacer, c'est pas la ville. Par contre, si c'est dangereux, vous pouvez signaler à la ville pour on insiste auprès du bailleur ou de la copro pour qu'il y ait des mesures de prise. Et si c'est dans l'espace public ou dans enfin, les espaces verts, il faut se servir de l'application qui nous permet de le signaler. Dans ce cas-là, le service intervient. Alors, on peut avoir plusieurs visions, hein, je crois, sur un arbre malade ou pas. Enfin, c'est toute une technicité. Il y a des arbres malades qu'on voit pas. Ça peut arriver. Et il y a des maladies qui se soignent où l'arbre peut quand même survivre après une maladie, Farid. Oui, 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 Alors, il y a une mauvaise fenêtre. euh, effectivement, je prends juste des herbes. Oui, vous m'entendez? Ouais. Oui, oui, c'est un peu haché, mais bon. Ouais, dans le soir des banquets, on avait des sujets, hein, c'est effectivement des robiniers effectivement, qui contournaient l'îlot central. Initialement, bon, ils ont une maladie, hein, c'est la maladie du félin. Donc cette maladie, bon, on le savait, mais par contre, on a
pour se dire, on essaie quand même de les garder avec effectivement l'expert arboricole avec qui on travaille, hein. On fait appel à chaque fois qu'on a une problématique sanitaire sur un arbre, on a donc un spécialiste qui effectivement nous donne un rapport complètement détaillé sur les préconisations, ce qu'il faut faire. Et là, par exemple, bon, certes, on sait qu'il a cette maladie-là, mais on s'est dit, bah, on va peut-être quand même essayer de le garder. Et du coup, on le gère en trône. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a complètement taillé sur la partie du dessus. Et donc, bah, voilà, il est plus dangereux, je dirais. En tous les cas, il est mieux appréhendé en cas de problème. Il pourra pas chuter comme ça. Vous voyez, enfin, c'est plus facilement gérable. Et puis, ça a permis quand même de préserver ces arbres-là. Donc, effectivement, chaque cas est différent. Parfois, il y a des arbres qui sont fragiles, on ne le voit pas. On le voit pas, et puis paf, à un moment donné, ils vont tomber, et là, voilà, ils vont tomber. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a quand même un suivi sanitaire sur l'ensemble des arbres de la ville. Mais c'est vrai qu'on peut parfois être surpris par, je dirais, la manière dont les arbres réagissent. Et donc, la nécessité d'avoir un suivi, elle est vraiment importante. Ceci étant, on ne peut pas les garder, on est obligé de les enlever, on ne va pas, bien Hmm. évidemment. Merci. Alors, je regarde sur les questions, mais j'en vois pas. Peut-être je vais arrêter l'enregistrement déjà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour avoir participé, puisqu'on aura plus d'auditeurs et d'auditrices en différé. C'est aussi un moment d'éducation populaire sur ces questions de diversité, d'écologie en ville. Peut-être une dernière question. On a des moutons en ville qui pâturent. Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, d'ailleurs, sur l'éco-pâturage. Bon, ça sert à quoi, ça? Alors, c'est pas des moutons qui appartiennent à la ville, si je me rappelle bien, c'est des moutons. Non, on les loue, Oui, en nous. fait, on a un les loups, ouais, c'est ça. Oui, en fait, c'est un prestataire qui nous fournit effectivement les moutons. Non, la ville ne va pas s'occuper de la gestion du cheptel s'il y a un problème sanitaire. Donc là, ça serait très compliqué pour la ville de mettre ça en place. Donc en fait, c'est presque 35 sites en Île-de-France. Il y a à peu près 180 moutons. Et là, donc nous, on en a, là, cette année, il y a 6 moutons, effectivement, qui font le travail. Ils remplacent une partie des tondeuses à peu près en surface. Ça nous fait ils ont à peu près 1,5 hectare, hein, 1,5 hectare de surface gérée par les moutons à différents endroits de la ville. Et en fait, les moutons passent d'un pré à un autre à peu près sur un espace de temps qui peut aller de 50 à 70 jours. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils circulent comme ça tout au long à partir du mois de début avril jusqu'à fin octobre, début novembre. Voilà. Je crois avoir lu que c'est pas simplement pour faire des économies de personnel ou de tondeuse que l'on prend des moutons, c'est aussi un apport pour la biodiversité, parce qu'évidemment, avec leur mode de pâturage, leurs excréments, tout cela, ça Ouais. amène à une diversité utile, hein. Complètement. Alors, tant pour les insectes, mais également on parlait des vers de terre tout à l'heure, donc c'est sûr que des prairies traitées, enfin en tout cas gérées par les moutons, bah, bien sûr, ça enrichit le sol, donc c'est plutôt favorable. C'est plutôt une très bonne chose. Et en fait, vous voyez, dans la diversité, c'est bien d'avoir ces différents types de prairies, parce on aurait uniquement que des prairies en fauche tardive, on n'aurait pas enfin, l'idée quand même sur la ville, c'est d'essayer d'avoir, comme on peut le faire, on ne va pas le faire pour se faire plaisir simplement. Là, je parle d'1,5 hectare. Bon, difficilement pour aller plus, parce qu'il faut quand même des surfaces adaptées pour ça. Mais bon, 1,5 hectare, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, ça donne un peu de sens, je veux dire par là, même si là, vous voyez que les étés enfin, avec les saisons qui nous, enfin, avec l'adaptation au climat, on voit bien que la ressource alimentaire pour les moutons, ben, parfois c'est un peu difficile, parce qu'à un moment donné, les moutons n'ont plus trop la ressource. Donc, on s'interrogeait, vous voyez, par exemple, cette année, se dire finalement, là, on a 6 moutons. Est-ce que finalement, on en garde 6? Est-ce que la ressource est suffisante? L'année dernière, ça s'est plutôt bien passé. Cette année, on s'est rendu compte, malgré qu'il y a eu pas mal de pluie,
qu'à un moment donné, les moutons n'avaient plus trop la ressource alimentaire. Donc, à chaque fois, on se réinterroge. Et peut-être qu'on pourra augmenter un peu ces surfaces de prairies pour rester, bien sûr, sur un. On va pas tout mettre en. De toute façon, on peut pas, hein, on peut pas le faire. Il faut savoir que si on passe des prairies en éco-pâturage, on peut pas tout de suite les rendre en circulation pour le public. Voilà, donc ça peut se mixer, mais c'est pas en plus toute l'année. Donc tout est question d'équilibre. Mais c'est bien d'avoir Et puis, ce dispositif, même il est pas, bien sûr, énorme, mais il joue son rôle. oui, puis en plus, je trouve que c'est bien dans le rapport au vivant des enfants et même des adultes d'ailleurs, d'avoir des moutons ou d'autres animaux en ville, de la même façon qu'on essaye de faire refaire venir des oiseaux, enfin, de retravailler cette connaissance d'un rapport au vivant. Et Bon, alors, ce oui, que vous dites, juste pour souligner, ça c'est très important, c'est qu'on s'est bien rendu compte, d'ailleurs on a eu des retours d'habitants, le fait d'avoir des animaux en ville, voilà, en l'occurrence les moutons, eh ben, de gérer l'espace vert de cette façon-là, et en fait ça redonne comment dirais-je, ça déstresse, enfin ça apporte énormément de choses aussi, si on parlait de la santé tout à l'heure, ça a aussi son rôle là, même si c'est pas vraiment. Bien sûr, si on pouvait avoir 5 hectares, mais on ne les a pas, donc on a 1,5 hectare pour l'instant. Mais ces 5 hectares, ces 7 hectares et demi répartis sur à peu près, on a une dizaine de sites hein, sur la ville, gérés comme ça. Et ben, les moutons circulent, les habitants les voient, et ils sont là quand même sur une grande partie de l'année, quoi. C'est quand même pas mal. bon, ben, merci à vous deux pour vous être prêtés à cet exercice, aux critiques et puis aux propositions. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à celles et ceux qui nous ont regardés tout ce temps, et puis à celles et ceux qui nous regarderont ensuite. Alors, bonne soirée et puis à bientôt.